Kleine stad of La Villette, met andere woorden een gigantisch cultuurproject, Parc de la Villette, een ontwerp van de Amerikaanse architect Tschumi in uitvoering ten noordoosten van de historische kern van Parijs. Oppervlakte 55 hectare, met daarin onder meer een tentoonstellingsruimte van meer dan 20.000 vierkante meter, de Grande Halle de la Villette. In 1867 een veemarkt, gebouwd door de Franse architect Jules de Mirandol. Nu gerestaureerd en ingericht als een plek waar zowat 12.000 mensen elkaar op elk ogenblik kunnen ontmoeten voor allerlei culturele manifestaties. Hier loopt van 21 maart tot 21 mei de nieuwe Biennale van Parijs, die plaats biedt aan 120 beeldende kunstenaars uit 23 landen en ook de architectuur en de muziek in het hele opzet zal betrekken. Parijs wil niet achterblijven bij kunstcentra als New York of Berlijn. Het wil het succes van kunstmanifestaties als Documenta in Kassel of de Biennale van Venetië minstens evenaren. Het zoekt voor de eigen Franse kunstenaars een betere plaats op de internationale kunstscène. Voor de afdeling beeldende kunsten alleen al stelt de Franse overheid een budget van 100 miljoen Belgische frank ter beschikking. Dit laat toe het eigen publiek over de hedendaagse kunstproductie in en buiten Europa te informeren. Nieuw aan deze nieuwe biennale is niet alleen La Grande Halle du Parc de la Villette. Ook in structureel opzicht is er... Bonsoir, nous sommes là très intimes, mais merci d'être là pour ce 5e rendez-vous avec les archives qui passent en revue les grandes expositions du passé. La semaine dernière, nous avons écouté Achille Bonito Oliva parlant de la biennale dont il s'était occupé. Ce soir, nous avons parmi nous encore une fois M. Ivo Petitalo qui nous a présenté la biennale de Venise, Documenta 4, 5, et ce soir, avec Andrea Bigliani, il nous racontera l'histoire de la biennale de Paris de 85. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être là. L'entretien se tiendra en français. Vous avez la traduction italienne en simultané sur le canal numéro 4. S'il vous plaît, puisque le volume peut effectivement déranger, veuillez garder un son, un volume un peu bas si possible. Numéro 3 pour le français-italien. Grazie, vorrei dire alcune parole a quanti hanno avuto la fortuna di vedere i precedenti documentari di Jeff Cornelis per collocare questo film rispetto ai film precedenti sugli anni 60. L'ultimo film era consacrato al Documenta 5. Questo film invece è consacrato alla Biennale di Parigi dell'85. Ed è particolare in quanto dopo Documenta 5 nel 72 Jeff Cornelis smette di filmare la scena dell'arte contemporanea e lo fa per una ragione confessata, ovvero il suo datore di lavoro, la televisione belga neerlandofona, gli chiede di occuparsi piuttosto di architettura. Poi c'è un'altra motivazione meno ovvia, in quanto l'ha anche detto in un'intervista e quanti lo conoscono bene lo sanno, il 72 per lui è stata una grossa delusione. Fa parte della generazione che ha ritenuto che attraverso l'arte, in particolare la generazione di Buren e di tutti gli artisti di cui era vicino, che l'arte potesse essere modificata, il sistema dell'arte e la società. Quindi il 72 è stata una sorta di ritorno all'ordine, uso questo termine molto forte, e ha preso la distanza col mondo dell'arte contemporanea. Ci torna nell'85 dopo 13 anni di interruzione, quindi il film ha una connotazione molto particolare in tal senso. Gli attori principali del film, i protagonisti, soprattutto verso la fine del filmato, Kaspar Koenig, non vengono scelti per caso. Kaspar Koenig, ad esempio,
nel 69 è stato responsabile artistico di una struttura alternativa particolarmente sperimentale che si chiama A69, il numero di telefono del luogo, un luogo che era uno spazio di una decina di metri quadri all'interno del quale hanno fatto vedere i film di Jean Genet, hanno sviluppato attività con Mendoza e hanno veramente portato avanti attività alternative sperimentali. Il tutto si è concluso il 21 luglio 69, dove ha riunito gli artisti di Fluxus e gli abitanti del quartiere, e per tutta la notte, con una televisione a colori, forse la prima televisione a colori in Belgio, hanno guardato l'atterraggio l'allunaggio e hanno potuto vedere i primi quadri di Penck all'ovest, che sono stati mostrati quasi contrabbandati nella sua autovettura, sotto, diciamo, gli occhi, anzi piuttosto senza farsi accorgere dai gendarmi del confine. È una generazione interessantissima e chiedo qual è l'impressione che lei ha dopo aver visto questo filmato così interessante. Grazie dell'invito, Yves, e grazie alla Fondazione Pinault. Il mio francese ovviamente non è altrettanto buono, però potrei forse parlare italiano. Chiedo se posso parlare italiano. Benissimo. Alors, je remerciais Ivo Petitalo et la Fondation Pinault de cette invitation. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis demandé quelles étaient les raisons que j'ai peut-être comprises ensuite. Je n'ai donc pas insisté. Je me suis demandé pourquoi vouloir parler d'une exposition comme la Biennale de Paris de 85, une biennale qui, comme l'a dit Caspar Koenig d'ailleurs dans le film, qui présente des caractéristiques aussi différentes de par son histoire, ainsi que, en l'occurrence, dans l'édition de 85, A4 de 85, donc une édition aussi différente qu'une exposition tout aussi ambitieuse et de grande envergure, de perspective internationale comme Documenta. À ce point de ma carrière, de ma connaissance du système et du langage de l'art contemporain, la seule grande exposition de cette typologie que j'ai connue. Alors, j'ai fait brièvement allusion à ce saut temporel, chronologique, à cette nouvelle génération qui a voulu regarder un peu l'histoire des expositions et de leur héritage en cherchant à identifier une lecture analogue. Et paradoxalement, Documenta, ou le commissaire Caroline Christel-Baccar-Jeff de la dernière Documenta, m'est venu au secours avec toute une série de coïncidences que je vous présenterai brièvement. À partir du 21 mars au 3 septembre 2000, au PS1 de New York, dont à l'époque Alana Heiss est le directeur, l'une des 4 commissaires de la Biennale de Paris de 85 d'ailleurs, eh bien, le PS1 inaugure une exposition intitulée Rhine 1984, A Look of Art in the 80s, dont Caroline Christophe Baccar-Jeff est commissaire. 2000 d'ailleurs est l'an où la Biennale de Paris, après une interruption de quelques années, quoique elle ne recommence pas vraiment en l'an 2000, mais elle commence à réfléchir sur la reprise de la Biennale de Paris, donc à cette année même, en l'an 2000. Et ensuite, elle va reprendre sa 15e édition quelques années plus tard. Eh bien, en parcourant la liste de cette exposition, que 15 ans après la Biennale de Paris reparcourt les années 80 et tâche avec un certain recul une prise de distance analogue
à celle que nous avons à la Fondation Pinault par rapport à cette exposition de PS1, donc une sorte de double prise de distance, 85, 2000, 2000, 2014, eh bien, nous retrouvons là une série d'intuitions intéressantes qui, 30 ans après, aujourd'hui, nous pouvons encore mettre davantage en perspective et approfondir. Bon nombre des artistes de l'exposition autour Around 94, c'est l'année orwellienne choisie pour représenter symboliquement l'art des années 80. Ce sont les mêmes artistes de la Biennale de Paris de 85. Jean-Michel Basquiat, Enzo Cucchi, Deacon, Keith Haring, Jenny Hoff, Anish Kapoor, Kiefer, Bertrand Lavier, Rainer Mucha, Schnabel, Thomas Schutte, Jeff Wall, même si nous ne l'avons pas vu dans le film, et d'autres bien sûr, mais d'autres sont différents car l'exposition se réfère aux années 80, pas directement à cette autre exposition. Où se situe donc la perspective? Ce sont quelques-unes des intuitions et des échecs. Ce sont les caractéristiques de la Biennale de Paris et notamment, je pense au fait que, à partir de cette vidéo, de ce film, on retrouve une expression très heureuse de David Hockney quand il dit que la position neutre, en quelque sorte, est une position inhumaine, dit-il. Dans la question que le protagoniste du film, la personne qui interview et qui nous amène à une sélection très soignée des commissaires et des artistes dans cette exposition, David Hockney prononce une chose très intéressante sur la question à propos du postmodernisme. Au moment où nous le voyons, la Biennale de 85 est plongée dans un climat théorique d'un certain type, à savoir ce climat des théories postmodernistes et une grande vigueur, une grande puissance, du retour à la peinture, à la présence de la peinture dans le cadre de la scène artistique contemporaine, une peinture qui d'ailleurs, en associant avec l'influence de la théorie du postmoderne, est une peinture qui traverse l'histoire, une peinture d'assemblage, de citations, de réévaluation de techniques et de création qui traverse le temps de l'histoire de l'art et qui tâche d'arriver à une synthèse hybride dans le présent de l'expérience sensible de l'exposition. Et dans l'interview d'Achille Bonito Oliva, Cucchi nous parle de cette tentative de redéfinir le sentiment de vérité, la religion laïque qui serait faite de ce précipité, a-t-il dit, de ce résidu, de ce legs. Voilà, c'est exactement ce que Cucchi utilise comme terme dans le film. Donc, à un moment qui est caractérisé par le postmodernisme et par le retour à la peinture, David Hockney, dans l'interview, dit une chose que je répète sans le savoir, devient l'oscillation d'où part la manière de revoir, de revisiter les années 95 ans après. Et j'en ai parlé pour pouvoir m'y retrouver, effectivement, en parlant de l'exposition de 85. Et il dit, David Hockney, essentiellement, qu'il faut bouger autour de l'image, que le problème est la caméra statique, est le point de vue neutre, le point de vue figé, fixe, le fait de ne pas se déplacer vers droite, vers gauche, en avant, en arrière, enfin, la tentative de se connecter, en quelque sorte, à l'image, avec une anxiété, j'allais dire, dans sa posture. Vous avez vu, il était appuyé sur son parapluie, qui le rend épitome de cette anxiété, de cette attitude meuble, j'allais dire. Et il dit, à juste titre, et je le rappelle, dans un climat de l'époque, et par rapport à une question
à propos du postmodernisme, il arrive à parler en quelque sorte de Picasso, des avant-gardes historiques et du modernisme, et il cite Picasso comme étant quelqu'un qui nous invitait à regarder la même image, la même femme, devant et derrière, du devant et de derrière. Et si cela était possible, ceci permettait un rapprochement de l'image. Donc, il n'a pas de sens que de parler de postmoderne, puisque Picasso était déjà un postmoderne, disait-il. Donc, la Biennale de Paris, en même temps, englobe le stéréotype des années 80 et il éclate de l'intérieur. Et il est tout à fait symptomatique qu'à la fin, la dernière œuvre commentée dans ce film, qui a un montage et un choix des moments, je dois dire, et des focus extraordinaires. On a tout montré, mais en même temps, ils ont porté l'attention sur certains éléments, donc une sensibilité très forte pour le montage de ce film. Et le film se termine en nous montrant l'œuvre de Reinhard Mucha, qui, en commentant, en rebroussant chemin en quelque sorte, en commentant les systèmes de construction, cette structure à mailles, un peu le sentiment de grandeur française, et l'artiste évidemment en est quelque peu étonné, qui se réfère au toit, à la structure, à la charpente métallique de la Villette. Il décide, l'auteur, l'artiste, de réduire son intervention à prendre 2 de ces parois, de les mettre sur roulette, sur un chariot, et d'installer une œuvre sur le mur derrière, là où le public ne se rend en général pas. Donc, il s'agit de faire une opération, en quelque sorte, presque minimale, par rapport à une intervention artistique à l'intérieur de cette exposition qui, par contre, voulait avoir la vision, la présentation. Et ça n'est pas un hasard si au début on dit c'est une exposition conçue pour la peinture, réalisée pour des œuvres qui sont accrochées à un mur. Et les artistes le font, Mucha également, mais de manière complètement différente. Donc cette série de points de vue, cette exposition de la koiné, de la vulgate des années 80, et le fait de comprendre que le potentiel de cette koiné est la liberté de contradiction à partir de l'intérieur de cette même koiné, que l'exposition Around 84 prend le départ, hein, en disant une chose très simple. Probablement au cours des années 80, les expositions et bien entendu la pratique artistique d'où part et démarre toute exposition évidemment, les expositions ont commencé de quelque manière à prendre un caractère d'ambiguïté, ambigu. Les pratiques artistiques se sont superposées, juxtaposées les unes aux autres. Nous ne retrouvons plus l'anxiété de la formule critique. Nous ne retrouvons plus l'anxiété de la formule des commissaires ou du mouvement. Les années 80 sont intéressantes et reparler aujourd'hui des années 80 est intéressant. Dans une Amérique qui est numérisée, technologique et qui doit réfléchir sur soi-même, et revenir sur une décennie qui jette les bases d'une alliance, d'une cohabitation, d'une possibilité mutuelle d'existence, d'approches critiques de commissaires et d'artistes qui sont en collision entre elles. Les années 80 ne sont pas les années de la cohérence critique, mais assument et se font pluralité de construction et non seulement d'ajout d'options possibles. Le communiqué de presse de l'exposition Around 84 nous dit effectivement que c'est à partir du postmoderne des années 80 que l'on arrive, dans l'histoire des expositions, à l'extraordinaire ouverture à l'égard des scénarios culturels
ou de scènes culturelles qui n'avaient pas été bien introduites dans les expositions jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce moment-là. Caspar Koenig le dit, il se plaint du fait que les artistes brésiliens ou d'Amérique latine vivaient à Paris, au fait, n'étaient pas des artistes d'Amérique latine. Or, les années 80, c'est le début du système de l'art à travers ce format, un format extraordinaire sous cet angle, le format de la Biennale, commencera à porter son regard par-delà les frontières d'une scène artistique donnée. C'est une décennie expérimentale. Tout n'est pas bien réussi, si vous voulez, mais l'on commence du moins à aller de l'avant dans cette opération. Dans l'exposition du Project Studio, les choses vont mieux parce que 10 ans se sont écoulés, donc il est plus facile d'aller voir ce qui s'est passé dans les banlieues, sans pour autant les appeler banlieues, du monde de l'art. En Amérique latine, en Afrique, en Chine, en Asie, en Inde, on s'aperçoit que des artistes commencent à opérer, des artistes des années 80 qui ont été découverts et mis en exergue 10 ans après. Dans l'exposition Around 84, par exemple, il y a des artistes qui ne sont pas présents à Paris, mais qui à l'instant, à cette époque-là, travaillaient. Et les commissaires de Paris les ont peut-être cherchés, approchés, sans avoir leur contact. Jimmy Duran, je pense à William Kentridge, je pense également à d'autres artistes qui proviennent de ces banlieues du monde. En même temps, l'exposition 1984 dit autre chose absolument extraordinaire pour bien situer et comprendre et appréhender la Biennale de Paris de 85. Elle dit, le communiqué de presse dit, dans un système de l'art où l'Europe et les États-Unis, l'Amérique, l'emportaient encore sur le discours artistique, du moins pour l'art occidental. Et là, je me suis arrêtée quand j'ai lu ce communiqué de presse parce que je me suis demandé d'où viennent les 4 commissaires de la Biennale de Paris de 85, de l'Europe et de l'Amérique finalement. Caspar Koenig, allemand, Alana Heiss, américaine, Achille Bonito-Oliva, italien, et ensuite le commissaire français qui, entre autres, était aussi une personnalité institutionnelle liée, si vous voulez, à la structure et au développement de la Biennale de Paris du point de vue institutionnel. Donc, dans un monde de l'art où l'Amérique et l'Europe étaient encore les voies à travers lesquelles s'exprimait le discours sur l'art, et donc forcément l'échec, parce qu'il est impossible d'aller trouver en Amérique latine, en Asie, en Inde ou en Chine ou en Afrique les artistes qui travaillent à l'instant, parce que les voix qui portent le choix, la sensibilité culturelle du choix, proviennent encore de l'Europe et de l'Amérique. Mais dans un monde de l'art qui porte encore ses voix, disait-on, les artistes, en embrassant les théories du postmoderne, commencent, et je cite le communiqué de presse, à superposer des images et des significations en remettant en question l'idée d'originalité, de progrès linéaire. Bien d'années après, cette pratique qui était définie postmoderne a contribué à ouvrir la pensée artistique justement à des perspectives provenant de la banlieue du monde de l'art, ce qui a permis de superposer à un discours eurocentrique ou américano-centrique un discours élargi, étendu. Que pouvait-il se passer après les années 80 pour les grandes expositions, les biennales qui champignonnent dans ces pays-là, Amérique latine, Afrique, Asie, et qui vont devenir la manière de connaître des artistes et des commissaires de ces territoires-là, de ces endroits-là, pour connaître l'art de ces territoires. Mais Around 1984 le dit, tout ceci démarre en 80, dans les années 80, même si on s'en aperçoit peut-être pas pleinement, mais c'est justement dans le cadre de
cette tentative-là, de ces pratiques artistiques-là, qui mélangent l'archéologie et le contemporain, l'icône la plus ancienne et la forme la plus contemporaine. Il y a un peu ce creuset, ce melting pot dans ce que Luciano Fabro dit, ce que le Cookie nous raconte dans la vidéo. Tout en se référant au temps plutôt qu'à l'espace, déjà nous avons en embryon cette liberté de conception, de construction qui nous indique le chemin à emprunter. Je vais tâcher maintenant de résumer un peu, mais pour conclure, le communiqué de presse de l'exposition du Project Studio nous dit que ce relativisme positiviste, à savoir cette capacité de se plier et d'encourager l'union entre éléments apparemment opposés et séparés en laissant tomber des recettes, des certitudes, des paradigmes figés, orthodoxes, l'art conceptuel d'une part, le retour à la peinture d'autre part, par exemple, alors que dans cette exposition-là, nous le voyons fort bien, Wiener et Buren cohabitent avec la transavant-garde, Keith Haring. Enfin, en ce sens, on récupère, 10 ans après, le relativisme postmoderniste. C'est une sorte d'indication, d'orientation que les commissaires ont pris pour savoir comment pouvoir construire une exposition faite de différences et non pas de similitudes. Et c'est une légitimation théorique, en plus, à un discours qui n'est peut-être pas aussi visible en 85 à Paris, mais qui débute au cours des années 80. Et c'est le fait d'ouvrir dans les expositions le chemin à des récits historiques basés sur la différence, même la différence de genre sexuel, non seulement une ouverture, si vous voulez, géographique territoriale, mais d'ouverture à une altérité qui se retrouve dans les pratiques artistiques nord-américaine et européenne. Et donc, il est intéressant que cette exposition-là revendique le fait qu'à l'instant même, commence à travailler Adrian Piper, par exemple, qui vont justement retenir cette altérité des genres sur la scène artistique, même si cela a lieu avant aussi, mais commence à devenir un peu plus fort, et on les retrouve dans l'exposition du Around 84. Ce communiqué de presse de Around 84 se termine sur 4 affirmations qui nous ramènent aux années 80, comme s'agissant d'une décennie de cohabitation, de contraste. En acceptant cette cohabitation comme héritage, legs important pour la pratique artistique, que l'on retrouve dans la manière de travailler de certains artistes qui s'approchent d'autres artistes en renforçant leur discours, en le précisant, leur discours. Et au cours des années 80, ce discours se fait lisible, reconnaissable. Et on cite les nouveaux peintres qui sont à mesure de combiner, superposer des images. C'est une ligne d'intervention que nous avons vue de manière très forte dans la Biennale de Paris de 85, des artistes qui s'intéressent de manière critique aux thèmes tels la vie dans un monde saturé par les médias, par un climat technologique où la fiction, le regard cinématique, le plaisir, le pouvoir libératoire de la sexualité et du genre deviennent exaltants et sont donc exaltés dans l'œuvre d'art. Quelques-uns des éléments que nous avons vus aussi dans la Biennale de Paris. Ensuite, la troisième affirmation, un groupe de jeunes artistes qui commencent à utiliser la pratique de s'emparer d'autres œuvres et de s'en approprier d'autres identités, un jeu de déguisement qui se fait, où nous retrouvons une idée solide de l'originalité, une
cage qui est ouverte et avec laquelle on joue, avec l'idée de l'originalité à partir des années 80. Sûrement, quelques-uns des moments que nous avons vus dans le film sont des moments absolument de jeu. On joue avec l'identité. D'autres, probablement, sont des moments où l'identité résiste et ne veut pas qu'on y joue avec. On l'a vu dans les différentes interviews. Et le dernier élément qui est mis en avant dans ce communiqué de presse de Around 1984, c'est l'entrée des années 70 dans les années 80. Donc la continuation, la pérennisation de l'expérience de l'art pauvre et des pratiques artistiques conceptuelles. Puisque j'ai été formée, j'ai une formation en art pauvre, c'est un peu le sort que nous avons, nous qui voulons travailler à ce niveau-là, au niveau universitaire en Italie. Nous savons tous que l'art pauvre, au cours des années 80, nous ne disons rien de saugrenu, c'est au cours des années 80 que, pour entrer en compétition avec le succès extraordinaire et critique et commercial du retour à la peinture, je ne dirais pas qu'il y a un changement, mais il y a un changement de cap, du moins, dans la manière, de la manière dont l'art pauvre, si ce n'est de la part des artistes, mais surtout de la part de ceux qui l'encouragent, devient un art pauvre qu'on retrouve dans les grandes expositions de groupe, où elle n'avait jamais apparu. C'était des expositions sur une série de recherches artistiques, auparavant le process art, la performance art, etc. Mais nous n'avions jamais eu d'exposition d'art pauvre, mis à part les expositions génétiques du mouvement, alors que, à partir des années 80, justement, les artistes de l'art pauvre, surtout au niveau international, débuteront leur présence et commenceront à se présenter sous ce titre, disons, être promus au niveau international. Donc, il est très intéressant. Et d'ailleurs, Caroline Christophe, qui a été formée en art pauvre, également auteur du livre sur l'art pauvre, Caroline remarque, et c'est intéressant, que l'art pauvre, à partir des années 80, change génétiquement quelques éléments, affronte les années 80, même si dans cette exposition, nous n'avons vu que l'interview avec Fabro, mais il est intéressant de voir que certains éléments d'art pauvre changent, alors que d'autres restent en place et ne changent pas d'identité. Donc, cette entrée des années 70, je n'ai parlé que d'art pauvre comme exemple, dans le cadre des expositions des années 80, est un autre élément intéressant que ce film et que cette exposition thématise. Ça n'est pas vraiment un thème, mais c'est une conséquence des choix des commissaires, des choix portés et la manière de monter l'exposition. Caspar Koenig a dit certaines salles sont plus importantes que d'autres. Il serait intéressant de voir alors le plan de l'exposition pour dire qui a gagné, qui a perdu, hein, pour savoir qui est plus important ou moins important en perspective. Rainer Mucha, par rapport à ce jeu de prominence, disons, a reculé un peu, alors que Schutte a apporté un autre type de choix et il a résolu brillamment d'une manière différente. Sì, grazie per questa introduzione. Certo che è una biennale di transizione nell'85, anche per la Francia, perché il film è costruito proprio da un punto di vista di Caspar Koenig e della sua cerchia. Caspar Koenig aveva fatto 2 esposizioni in Europa con altre configurazioni. Kunz, per esempio, sul rapporto America-Europa, e una seconda esposizione l'anno precedente, una mostra molto più aperta di questa, Funny House, a Düsseldorf, e in effetti c'è anche qui un'esposizione che è fatta in luoghi non istituzionali. Un'altra cosa importante nel film, che è solo abbozzata, si capisce che è una tematica centrale,
istituzionale e politico, questo rapporto non tanto fra scena americana e europea rispetto ad altre scene emergenti che appariranno anni dopo, o altre questioni essenziali del genere, del gender, ma è il rapporto particolare della Francia rispetto a tutte queste scene artistiche che è stato effettivamente toccato. Se ne è fatto cenno il curatore francese Gérald Gassiot-Talabot, che sta parlando. Koenig passa da uno sguardo che non direi di disprezzo, ma insomma piuttosto interrogativo fra la differenza di mestiere fra il suo e quello di Gérald Gassiot-Talabot. Non sono solo questioni nazionalistiche, però c'è una cattiva comprensione delle questioni che risultano dal postmodernismo. La Biennale di Architettura del 80 ha dei testi fondatori nei cataloghi e nella posizione degli architetti, e c'è questa questione, però in Francia naturalmente Gérald Gassiot-Talabot nel suo testo del catalogo della Biennale dell'85 scrive cose straordinarie. Dice: vediamo questi tre colleghi stranieri, e parla della nozione del vuoto. Sono storie molto francesi, molto tipicamente francesi, ma attraverso Gérald Gassiot-Talabot e la sua posizione francese c'è una questione interessante: il posizionamento della scena francese rispetto alle altre scene artistiche occidentali, e la risposta di Caspar Koenig, che risponde alla fine a questa domanda con molta cortesia, però una risposta piuttosto ferma e definitiva. Il grande fantasma francese, quello di ritrovare, di ricostruire il paradiso perduto della scena parigina, che per molti anni è stata là o una delle scene principali dal punto di vista artistico. Quindi è uno degli elementi che è stato suggerito in questo filmato, quindi la posizione sulla scena artistica internazionale della Francia. E poi questa nuova Biennale di Parigi in realtà sarà l'ultima, perché genera un deficit notevole, quindi viene chiusa, anche se poi rinasce sotto altre forme, con la Biennale di Lione. In realtà costituirà il prolungamento della Biennale di Parigi, perché si era detto la decentriamo e ad ogni edizione si terrà in una città diversa. La periferia e il centro è un'altra tematica tipicamente francese, un altro fantasma francese. Comunque si tratta davvero di una biennale di transizione per la questione del ritrovare una posizione alla scena artistica francese, e poi la questione della pittura. Io lo sento nel film, quello che dice Caspar Koenig, già rivolto, veramente ci troviamo in un anno chiave. Le idee del postmodernismo continuano e diventano ancora più evidenti in Germania e in tutta la generazione di Düsseldorf, e anche negli Stati Uniti arriva una nuova generazione, e questa generazione si trova le sue origini nella generazione concettuale e effettivamente ritroverà una vocazione concettuale con una forma materica sensibile che certi artisti concettuali avevano messo da parte. Quindi, ripeto, una esposizione sintomatica di una generazione, cosa detta benissimo fra l'altro nel comunicato stampa, e come hai detto effettivamente è giusto, è incredibile quando si vede un'esposizione di questo tipo constatare che ci sono poche artiste donne, ad esempio, pochissime, che tutte le questioni già in studio negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, le questioni del gender, il postcolonialismo sono totalmente assenti. New York comincia a mostrare artisti dell'America Latina, Caspar Koenig lo dice: artisti dell'America Latina che lavorano a Parigi sono dei parigini ormai, perché lavorano a Parigi da moltissimo tempo, anche se provengono dall'America Latina. Possiamo pensare a numerosissimi artisti, a una comunità molto nutrita, e per questo è un'esposizione davvero di transizione. L'altra questione importante da porre
ad Andrea, che ha costruito e allestito delle esposizioni. Un'esposizione come quella di Parigi dell'85 è ancora immaginabile dal punto di vista scenico, l'organizzazione delle sale. È un'esperienza conclusa oppure secondo te il modello è ancora possibile? Senza riferirsi all'ultima Biennale di Venezia, naturalmente. Ris- je vais, je vais tout de suite vous répondre. Effectivement, j'ai pensé à un élément très intéressant dans ce film, et c'est l'expression de malaise de la part des commissaires eux-mêmes et de certains artistes, Daniel Buren notamment, qui excède en termes d'échelle dans son expression du sentiment de malaise. Le film débute comme ça, par rapport à une exposition qui est foncièrement une série de trahisons par rapport au potentiel de l'espace d'exposition. Et il le faut, le vide est cité dans les catalogues, qui se présente dans le potentiel extraordinaire de son vide, et probablement ce vide est trahi. C'était Jean Nouvel, non, l'architecte, oui, par une structure d'exposition qui ne se met pas au service du potentiel visionnaire, de la pertinence historique. Et il est intéressant qu'aujourd'hui notre génération travaille sur la ligne de partage des eaux entre fantasmatique et pertinent. Ça va rendre pertinente la présence des fantasmes. Bon, donc pour des espaces de ce genre, nous préférons travailler ou nous travaillerons différemment. Bon, de toute manière et en réalité, cette série de trahisons de l'espace d'exposition, cet ameublement d'un setup. Il y a une image assez inquiétante dans le film qu'on voit du haut, une série de 2 parois avec toutes les œuvres d'enfilées l'une à côté de l'autre, et c'est, quant à moi, disons, je porte un jugement très net, mais ce montage, cette mise en scène, il est intéressant d'avoir 4 identités, 4 commissaires différents qui cherchent un espace de négociation dans le cadre de ce setup d'exposition qui est une trahison, disons, déjà au départ. Et j'arrive à ma conclusion. Enfin, cette modalité, nous ne l'avons pas perdue. Je ne cite rien de bizarre, je l'ai trouvé sur Wikipédia. C'est Elisabeth Lebovici qui le dit quand elle dit, en parlant de la Biennale de Paris de 85, en rappelant effectivement que c'est la dernière, elle écrit qu'en 85, la Biennale de Paris n'est plus des jeunes. Elle prend la forme de la spectacularité dans la grande halle du parc de la Villette. Le quotidien des biennales, mais c'est toujours elle qui l'ajoute, c'est des foires d'art, au fait. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce type d'impression, où il y a de la place, où on cherche à laisser de la place à des éléments différents, mais où les grandes œuvres vont dans la grande salle et les petites œuvres dans petite salle, et où on cherche une règle par mètre carré. Enfin, c'est encore la règle qui était la règle choisie dans cette biennale. Ça n'est pas négatif, si vous voulez, si on songe à l'explosion des biennales successives en termes de nombre de mouvements de personnes, non seulement le monde de l'art,
qui en général préfèrent regarder la biennale plutôt que la petite exposition personnelle, mais même le public en général, qui connaît bien souvent l'art contemporain, non pas à travers des modèles d'utilisation de l'exposition, de réinvention des modèles de l'exposition dans un musée, mais à travers la participation à une foire d'art ou à une biennale. Donc là aussi, je trouve que la dernière Biennale de Paris, si c'est la dernière, elle nous dit une chose intéressante par rapport au destin de ce format d'exposition. Ça n'est pas que la chose qui ne m'intéresse pas dans ce que j'ai vu n'a pas porté des fruits. Peut-être que ça n'a pas porté des fruits. Les commissaires eux-mêmes étaient quelque peu mal à l'aise quant au résultat final, peut-être, ou à une certaine partie du résultat final, mais ce type de biennale se termine à ce moment-là pour ne pas se terminer entièrement d'ailleurs, parce que ce même modèle de comparaison, d'échange, de négociation, de manière de monter l'exposition migre vers quelque chose de différent. Et nous devons être fort responsables de cela pour l'impact que cela peut avoir sur le discours de l'art et la définition de l'expérience de l'art de la part du grand public. Beaucoup de biennales plus périphériques et surtout les foires d'art. Sì, è proprio quello che dicevo prima per quanto riguarda la sfida francese. Elisabeth Lebovici in effetti ha contribuito molto e molto preziosamente al catalogo e chiede qual è il senso di questa Biennale di Parigi e si dice la sfida istituzionale e politica di fare una grande mostra a Parigi. Questa è la risposta. Si parlava delle espressioni. Buren all'apertura era radioso di fronte al ministro, non so, ognuno ha il suo carattere, può reagire diversamente di fronte al ministro, però sembrava radioso di fronte a Jacques Lang, perché è conscio di essere riconosciuto dal potere istituzionale francese, mentre, dobbiamo ricordarlo, non lo era prima. Daniel Buren ha svolto il grosso della sua carriera all'esterno della scena artistica francese e quindi è un ritorno per lui, una consacrazione che in effetti si esprime con un'opera estremamente importante. Questo segnale appunto spiega quale sia la situazione, la posizione critica di questo artista, assume un ruolo centrale contro Gérald Gassiot-Talabot, che è il curatore francese dell'esposizione e che ha la responsabilità della condotta istituzionale della politica dello Stato francese, il grosso patron degli investimenti del Ministero della Cultura, e viene da una rivista d'arte francese internazionale ed è stato il fondatore dell'apparato critico della figurazione narrativa francese, quindi qualcuno che ha mostrato alla scena internazionale determinati artisti, con un conservatore di museo che è stato il fondatore del Museo d'arte moderna della città di Parigi, che ha per esempio aperto la Sala Rossa del Vietnam, quindi una personalità estremamente importante in Francia, Gassiot-Talabot, ma completamente ostile a Buren e a quello che rappresenta. C'è una visione internazionale estremamente formalista dal punto di vista di Gassiot-Talabot, vicina al mercato e allo stile. Quindi tutto questo si ritrova nel film e sono piccole cose che spariscono poi col tempo, e quello che dicevi è giusto. Nell'organizzazione dell'esposizione stessa, nella scenografia, c'è un discorso politico. Forse alcuni sono mal posizionati perché Buren invece assume un ruolo centrale questa volta. Il est aussi intéressant de remarquer que tout le monde fumait, par exemple. C'est une petite remarque que je vous livre. Les 4 commissaires fumaient, 4 sur 4.
Effectivement, c'est intéressant cet aspect que je n'ai pas affronté, la Biennale nationale. Bien sûr, dans la vidéo, on cite la Biennale de Venise et Documenta, et ma question est la suivante. La Biennale de Paris naît en 59 sur initiative du ministre de la Culture André Malraux. 59, c'est l'année de la deuxième Documenta, qui s'était déjà transformée, enfin Venise s'était transformée de foire en biennale. Alors, la question que je vous pose, pourquoi est-ce que la Biennale de Venise et Documenta, comme Caspar Koenig nous le dit, sont des modèles différents qui ont survécu et qui sont devenus les paradigmes de l'expérience, de la définition du Zeitgeist, de l'ère du temps et de certains moments fondamentaux de l'histoire de l'art. Il passe par la Biennale de Venise et dans Documenta pour l'histoire de l'art contemporain moderne. Et pourquoi cela n'a pas eu lieu dans un pays potentiellement fier comme la France? L'atto fondatore della Biennale di Parigi è politico. Alla Biennale di Venezia del 58, il curatore del padiglione francese, che è un funzionario del Ministero della Cultura o ispettore delle belle arti, che era curatore, si preoccupa in effetti del ritiro della posizione francese, perché il primo premio della Biennale di Venezia per la pittura è Marc Tobey, un americano, e il premio per la scultura a uno spagnolo. Quindi si preoccupa molto il curatore francese, perché constata che la posizione francese non è più quella. Raymond Cognard, questo è il nome del curatore, e la sua preoccupazione trova eco nell'arrivo al potere del generale de Gaulle e soprattutto del suo ministro della cultura, André Malraux, il quale Malraux è incaricato presso la presidenza del Consiglio del generale de Gaulle del prestigio della Francia all'estero. Quindi il messaggio è molto chiaro già da questo titolo. Quindi il curatore spiega la problematica a Malraux e Malraux dice: faremo una biennale a Parigi, che è una biennale che va in concorrenza alla Biennale di Venezia, perché l'obiettivo è quello di ridare prestigio alla Francia sulla scena artistica internazionale. Quindi qui sta la differenza nell'atto fondatore, non come Documenta, che è molto diversa, la fondazione di Documenta è molto diversa. Nella storia della Biennale di Parigi, all'inizio i giovani di meno di 35 anni vengono contattate le ambasciate, eccetera. Insomma, la formula evolve fino alla nuova Biennale di Parigi dell'85, senza però mai trovare una definizione sufficientemente chiara di quello che era sul piano artistico perché possa continuare e perdurare nel tempo. L'obiettivo politico di ridare alla Francia il prestigio e una posizione centrale non ha fatto che renderla ancora più vulnerabile, a farla sparire. Questo non è successo né a Venezia né a Documenta. Quindi altre riflessioni, altre prospettive della scena artistica che non esistevano alla Biennale di Parigi. Oui. En effet, la Biennale de Paris en 85 arrive à sa 14e édition et se termine aujourd'hui, bien sûr. Vous l'avez dit, il est des alternatives en France avec cette hypothèse de la décentralisation. Donc la Biennale de Lyon qui a pris la relève
euh, et qui remplace en quelque sorte la Biennale de Paris pour ce qui est de l'attention des médias et pour la réflexion théorique. J'ai participé à la Biennale de Lyon de 2006 et donc j'en parle fort bien évidemment, mais effectivement elle a joué un rôle important, elle joue un rôle important dans pour les médias et pour l'attention des médias et pour les résultats et les retombées que cela a donné. Mon intérêt, quand je me suis occupé de cette exposition, c'est que effectivement une biennale qui se termine en 85, qui se termine sur l'hypothèse de ne pas avoir trouvé sa formule, avec la certitude de ne pas avoir trouvé sa formule à elle, et qui se termine sur l'hypothèse de renaître, mais qui ne le fait pas, laisse en même temps en héritage un discours critique ouvert, où nous retrouvons en embryon les germes des années 90 et 2000. À partir de ce type d'exposition et de quelques intuitions de l'exposition en question, des idées, des inspirations vont paraître, mais en même temps, elles décrètent la fin de quelque chose, comme vous l'avez dit fort bien tout à l'heure. C'est un peu comme le blueprint d'une autre manière de faire de l'art. C'est la chose la plus intéressante de ce film. C'est comme si on nous présentait une exposition à un public, disons, d'aujourd'hui. On dirait une foire. Ça n'est plus une biennale. Donc, il me semble que dans tous ces niveaux de lecture, même en conflit entre eux, l'exposition doit forcément être débattue et discutée. C'est juste, c'est un héritage intéressant qui n'est pas un héritage de cohérence, mais de potentiel, d'échec, d'intuition, de volonté de laisser tomber de manière mélancolique un projet national, Biennale de Paris. Donc tous ces éléments qui ne sont pas uniformes, là nous retrouvons le charme obsolescent et non pas, disons, éclairant d'une exposition. Et nous devons beaucoup réfléchir à tous les niveaux politiques, esthétiques, de politique de l'art, critères de sélection, etc. Sì, la cosa interessante nel film, fra l'altro, e soprattutto sulla base di quello che ho detto, potrebbe dare una idea parziale e anche forse cattiva della scena artistica francese o parigina. Uno dei paradossi è che una delle esperienze più interessanti a Parigi, precedente a questa biennale, all'inizio degli anni '80, viene portata avanti da Daniel Buren con Martin, Selman Senghi, Michel Chiera. Insomma, la storia è Bob Carr, è il direttore dell'istituto Pierre-Marie Curie, comprano un terreno per ampliare l'istituto, c'è una chiesa. Questa chiesa serve all'inizio come atelier a Barcelona, ci resta un anno o 2 anni, e poi Bob Kahl, che è collezionista, propone a queste 4 persone di mettere a disposizione la chiesa, consacrata evidentemente, per sviluppare un progetto artistico, e svilupperanno un progetto artistico molto interessante. Tutti questi artisti che costituiranno e saranno molto innovativi negli anni 90 sulla scena americana e europea saranno presenti a questa esposizione. Aneddoto: perché si incontrano in questo posto? C'è una palizzata esterna alla chiesa. John Haidt è presente. Tutti questi artisti, John Haidt, insomma, tutti questi artisti citati della seconda metà degli anni '80, che sono quelli che sfuggono al postmodernismo
vogliono essere presenti a Parigi attraverso questa esperienza di Buren. E questo mostra lo sfasamento, come dicevamo prima, fra questa Biennale dell'85 che chiude l'avventura del postmodernismo e comincia ad aprire, qualche artista in particolare invitato da Caspar Koenig, altri campi di ricerca che sono già presenti a Parigi attraverso l'esperienza di Daniel Buren, esperienza importante perché è di fatto la sola vetrina davvero internazionale della scena francese agli inizi degli anni '80, con Dan Graham presente, ad esempio, che scrive un testo che ritroviamo nel libro che è stato poi realizzato su questa vicenda della Chiesa, dando la parola a Dan Graham, che dice: sì, è proprio il contrario della politica del Ministero della Cultura, non c'erano problemi linguistici, non eravamo là per difendere idee nazionali, facevamo quello che volevamo. Questo è quello che dice. Quindi è interessante comparare le due esperienze. Purtroppo ci sono solo fotografie, non filmati, di questa esperienza di Buren, però un'esperienza veramente importante, davvero di artisti, grossi artisti che sono venuti a Parigi anche per seguire l'esperienza della Chiesa e poi hanno visto anche la Biennale di Parigi, ma insomma ciò permette di riequilibrare la questione francese negli anni 80 o verso la metà degli anni 80. Angelo, possiamo accendere le luci, per favore? J'aimerais savoir si la fermeture de la Biennale parisienne est due à des raisons économiques également. La Biennale de Venise continue avec vigueur sa présence sur le plan international et grâce au fait que une bonne partie des dépenses, des investissements pour sa réalisation et disons, les frais sont payés aussi par les autres pays. Donc une bonne tranche des frais pour la Biennale sont payés également à Venise, sont payés aussi par les autres pays. Alors je me demande si à Paris il y avait un problème économique aussi qui a peut-être rendu vulnérable la structure, parce que vous avez parlé du fait qu'il y a eu un déficit important. C'est peut-être le fait que d'autres nations n'ont pas été impliquées dans un projet commun, même du point de vue économique. Je ne sais pas vous répondre. Peut-être que Yves pourrait nous donner une réponse. Ufficialmente, strettamente per motivi di bilancio, di denaro, la Biennale di Parigi di fatto era un'associazione diretta appunto da un'associazione a scopo non di lucro, quindi no profit, e semplicemente si è creata una voragine perché ha anche dovuto occuparsi dei lavori fatti all'interno dell'edificio, e anche i due architetti Jean Nouvel e il Chuy, quindi un deficit enorme. E poi effettivamente certo che si poteva immaginare che il potere politico decidesse di sobbarcarsi i debiti, ma non hanno voluto farlo.
I motivi non lo so, nell'85 la crisi non c'era, il Ministero della Cultura in Francia era ancora relativamente ricco e avrebbe potuto coprire i debiti, invece no, hanno preferito scegliere di decentrare la Biennale di Parigi, il che è stato fatto anche rapidamente, perché Lione rapidamente ha presentato la propria Biennale, che poi oggi è arrivata credo alla 10ª edizione, se non sbaglio. Caspar Koenig le dit d'ailleurs, il y avait eu un projet, une différente perspective au début, qui, pour d'autres raisons, même économiques, il me semble qu'il le dit à un moment donné, ne se seront pas concrétisées. L'ambition d'échelle de cette biennale est 4 commissaires avec 4 visions, 4 perspectives, 4 problèmes différents. Eh ben, j'imagine que cela n'a fait qu'ajouter, que contribuer à des difficultés. La très grande échelle de l'exposition et l'internationalisation très poussée a déterminé probablement des difficultés même sur un plan économique. Il paradosso è che Caspar Koenig non è un rimprovero, ha effettivamente speso molto. Certo che ci sono sicuramente dei motivi politici che io ignoro. Diciamo che non c'era esperienza, la Francia non aveva l'esperienza sufficiente per portare avanti una manifestazione di questo respiro sul piano logistico e di bilancio. Boudai, il responsabile generale, che vedete che discute con Buren, non aveva neanche lui l'esperienza necessaria. La Biennale di Parigi si era fatta al Museo d'Arte Moderna della città di Parigi, quindi in condizioni molto diverse. Oggi addirittura diremmo artigianali, non professionali. Nell'81, ad esempio, gli artisti si montavano da soli i loro pannelli di legno, li dipingevano da soli per essere sicuri che non vengano rubate le opere, dormono sul posto, quindi per dirvi l'idea. Quindi è chiaro che la professionalizzazione era necessaria e non c'era sufficiente esperienza. Questo forse può spiegare anche i problemi economici di indebitamento che ci sono poi stati. S'il n'est pas d'autres questions, je vous rappelle que le documentaire sera visible jusqu'à lundi prochain, toute la journée en loupe. Merci et bonne soirée.